Monsieur Yves Lignon, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Oui. La dernière fois, c'était l'an dernier. On avait posé des questions. On avait jugé que c'était pas assez. Eh bien, on continue alors. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et alors, depuis l'an dernier, quoi de neuf? Quoi de neuf? Eh bien, je viens très récemment de découvrir une histoire d'apparition mariale dans mon cher département de l'Aude. Mais comme je commence à peine à l'étudier, je ne vous en parlerai pas. Dans un an, si vous voulez. Dans un an. Mais alors, c'est passionnant. Oui, ça s'est passé en 1913. D'accord. Bon, c'était pas hier. Hein. Bon, Non, d'accord. c'était pas hier, mais 1913, c'est un an avant 1914, comme dirait la palisse. Ouais, ouais. Et au cours de cette apparition, il y a, semble-t-il, eu des prémonitions. Bon, j'en ai D'accord. dit assez là quand même. On en a dit assez. Donc ça veut dire que vous êtes toujours sur le qui-vive de nouvelles histoires et de nouvelles situations à explorer et à chercher. Oui, mais comment voulez-vous que je m'arrête? Je ne sais pas comment on fait. Les mystères du paranormal, la dernière fois on avait parlé de Rennes-le-Château. Mais dans la même région, on y retrouve quand même le pic de Bugarache. Ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on a eu Bugarache, presque 10 ans. On est en 2019, donc ça fera 10 ans. C'était fin 2012. Voilà, c'est le 21 décembre 2012. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion aujourd'hui après tout ce temps passé là? Eh bien, la conclusion, c'est que on peut raconter n'importe quoi, on a facilement du succès. Oui, alors Bugarache, c'est quand même un lieu qui est au centre aussi de pas mal de fantasmes. Oui, de fantasmes, mais de réalité. Enfin, il y a eu quand même des gens qui ont vécu dans cette région du Razès qui ont fait des trucs, quoi. Il y a des gens qui racontent avoir vécu. D'accord. Vous comprenez. Mais vous savez, moi, une fois à la fin d'une de mes conférences, quelqu'un m'a raconté avoir vu des éléphants roses. Alors ça dépend de ceux qui boivent ou de ceux qui fument. Oui, bien sûr. Oui. Donc ce n'est pas parce qu'on raconte quelque chose qu'il y a un soupçon de vérité dans ce quelque chose. Oui. Mais par contre, l'attitude du chercheur scientifique, c'est de s'interroger, de se demander, est-ce que dans ce qu'on me raconte, il n'y aurait pas une part de vérité? Oui. Mais il ne faut pas dire oui d'entrée. Alors, forcément, on a pu retrouver à l'époque sur Internet des vendeurs de cailloux ramassés à la main sur les flancs du mont Bugarache. Mais bien entendu, ramassés sur les flancs du Bugarache ou ailleurs, mais vendus comme provenant du Bugarache. Qu'est-ce que vous auriez à dire à toutes les personnes qui ont investi dans des bunkers pour se préserver de l'anéantissement et qui les ont revendus le 22 décembre finalement? Voulez-vous qu'elles ont sans doute perdu de l'argent, mais qu'il aurait fallu y penser avant. Vous avez servi de modèle à la bande dessinée. Oui, deux fois. Avec des personnages qui ont été créés en s'inspirant de votre personne. Comment vous l'avez vécu ça? Ah ben, un grand plaisir. Vous savez, je crois que je l'ai eu raconté quelques fois. J'avais deux grands rêves quand j'étais enfant. C'était suivre un jour une étape du Tour de France et devenir personnage de bande dessinée. Le Tour de France, ça s'est fait, pas dans l'enfance, mais ça s'est fait. Et devenir personnage de bande dessinée, oui. Je le suis devenu deux fois grâce à un grand ami qui est le scénariste Richard Desnolan. Et donc, il a fait de moi un personnage de détective scientifique victorien dans sa série Harry Dixon, qui est une série terminée, arrêtée. Et sous mon véritable nom, cette fois-ci, j'apparais dans une autre série qui s'appelle Space Reich. Et là, d'ailleurs, Richard m'a fait un très grand cadeau, puisque je rencontre dans cette série un de mes modèles, qui est l'ingénieur chimiste et prophète de l'étrange, Jacques Bergier. D'accord. Globalement, donc votre meilleure adaptation, la meilleure adaptation de votre moi, c'est quoi? C'est qui? C'est dans quelle BD? Oh, bah, écoutez, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de choix possible? Il n'y a pas de choix possible, bien sûr. Parce que dans Harry Dixon, sous le pseudonyme de Lignon Incentive, c'était la première fois. Oui, d'accord. Alors là, c'est le rêve qu'on fait. Vous allumez la télé, vous voyez, quoi. C'est ça, la première fois. Mais la seconde fois, vous vous rendez compte? Alors, c'est le personnage. Me faire rencontrer Jacques Bergier. C'est le personnage qui vous ressemblait, mais pas que. Est-ce que c'était juste dans la façon de faire ou est-ce que c'était vraiment physiquement et au niveau de son attitude? Là, je vais vous donner un scoop. C'est que dans Harry Dixon, le personnage m'a de plus en plus ressemblé. Pour la bonne raison que le dessinateur Olivier Roman ne me connaissait pas. Il a travaillé à partir d'une photo d'identité au début. Et donc, fur et à mesure que les albums étaient produits, j'ai diminué de taille pour finir par atteindre ma taille naturelle
qui, comme chacun sait, n'est pas celle du général de Gaulle. Alors, la dernière fois, on avait parlé de Sherlock Holmes. Vous êtes un spécialiste. Hein. Ça vient d'où cette passion de Sherlock Holmes? Un amateur, on peut dire ça, bien sûr, mais vous adorez Sherlock Holmes. Bien sûr. Alors, ça vient d'où cette passion? Ça vient du personnage, qui je crois est très révélateur d'une société de l'époque. Ça vient de l'état d'esprit du personnage. Il ne faut pas oublier que Sherlock Holmes, un jour, déclare, au cours d'une de ses aventures, lorsque vous avez écarté l'impossible, s'il reste l'improbable, c'est que l'improbable est la réalité. Or ça devrait être la devise, la maxime de tout chercheur scientifique un peu audacieux. Oui, oui. Et puis derrière Sherlock Holmes, il y a un personnage qui est l'auteur, Arthur Conan Doyle, qui est caché par le personnage, mais qui est un homme extrêmement intéressant. Sa meilleure affaire, selon vous? Alors là, bon, pour le grand public, la meilleure affaire de Sherlock Holmes, c'est la plus populaire, c'est celle du chien des Baskerville. Et d'ailleurs, nous, avec mon épouse, nous avons participé à une chasse aux chiens des Baskerville en compagnie d'amateurs britanniques qui nous avaient reçus là-bas dans les Cornouailles. Et le chien a été capturé, il a eu droit à un procès régulier. D'accord. Bon, à la fin d'un repas. Bon, donc c'est le chien des Baskerville. Personnellement, j'ai une affection tout à fait particulière pour celle qui est intitulée Les Trois étudiants. Pour deux raisons. D'abord, elle se déroule dans une université. Et comme on le disait un peu tout à l'heure, moi je resterai universitaire jusqu'à mon dernier souffle. Et deuxièmement, c'est là que Sherlock Holmes atteint le sublime, puisqu'il découvre le coupable d'un vol de sujet d'examen grâce à des rognures quand on a appointé un crayon. Vous voyez, on a taillé un crayon avec un petit canif, il y a les rognures de bois qui sont tombées, et grâce à ces rognures, il trouve le coupable. Mais ça, faut le faire. Hein. Quelles ont été ses meilleures adaptations au cinéma, selon vous? Là, selon vous, là aussi, il faut bien dire selon vous, c'est selon les goûts. Oui. Selon les goûts. Bien sûr. Par exemple, Conan Doyle, l'auteur, qui n'a connu que le cinéma muet, aimait beaucoup une certaine adaptation. Moi, j'avoue que là, au cinéma, j'ai un faible pour Le Chien des Baskerville, parce que Le Chien des Baskerville, c'est un film de Terence Fisher, grand réalisateur de films fantastiques style et les deux interprètes, ce sont des demi-dieux pour un amateur de cinéma bis, Christopher Lee et Peter Cushing dans le rôle de Sherlock Holmes. Effectivement. On fait difficilement mieux. Hein. Mais j'aime beaucoup aussi l'adaptation un peu parodique de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, qui est un film un peu maudit, qui a été saboté par la production, mais qui est très, très amusant, tiré d'un roman apocryphe, pas de Conan Doyle. Oui, d'accord. Et dans La vie privée de Sherlock Holmes, Sherlock résout le mystère du monstre du Loch Ness. Ça n'est pas mal non plus. Ça n'est pas rien, comme le film est oublié, je peux quand même là vous le dire, le monstre du Loch Ness c'était en réalité un sous-marin, un prototype secret qu'expérimentait la Royal Navy. D'accord. On se revoit l'an prochain probablement pour en savoir plus sur cette affaire à laquelle vous travaillez en ce moment, sur laquelle vous travaillez. Ça pourrait être une conférence pour l'an prochain. On se revoit l'an prochain. Être, tant que j'aurai de la force physique, je donnerai des conférences. Et ici, pour Toulouse Popcorn, en priorité. C'était un vrai plaisir de vous revoir et de vous recevoir à nouveau en tout cas. Et merci à vous d'avoir répondu aux questions devant nos micros. Merci. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.